Bon. Bon, bonjour René Cusin. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de la matrice hexagonale. Avec quelques petits schémas derrière toi, notamment l'organon. Oh, Alors l'organon, d'accord. Oh là, ça commence fort là. complexe machine. Bah oui, c'est complexe, a priori en tout cas. Ouais. Faut rentrer dedans après. Donc ça utilise les 12 signes du zodiaque et comment est construit justement cet organon. Alors, bon. Alors, je vois qu'on commence. Bon, les 12 signes du zodiaque qui sont là, on les a déjà vus, hein, donc Capricorne, et développement de plus en plus complexe pour arriver à cette forme-là, qui est le maximum de développement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans un signe, par exemple Capricorne, on peut le couper en deux, comme vous pouvez voir, ce qui donne donc deux demi-signes, et donc on a une moitié de signe qu'on retrouve ici, sous cette forme-là, et qu'on retrouve ici en plus grand pour mieux voir. Vous voyez bien, c'est la moitié d'un hexagone en fait, tout simplement. Donc, voilà, donc ça c'est, je les ai attribués à des lettres. Alors ça va un peu vite, pourquoi des lettres? Au début, évidemment, quand je les ai coupés en deux, ces signes-là, je n'ai pas vu tout de suite qu'il y avait un alphabet, qu'il y avait des lettres dedans. Mais à la force de les regarder, je me suis dit, non, c'est pas possible, là, il y a quand même un alphabet. Pourquoi? Déjà, une chose remarquable, c'est que il y a trois types, en fait, de demi-cycles, de demi-hexagones, si on veut. Il y a trois types. Il y a ceux qui sont en forme de contenant, voilà. Donc je te coupe Oui. juste Oui. 30 secondes. Donc pour comprendre l'organon, il faut passer par les lettres. Voilà, c'est ça. Et les lettres, c'est des demi-signes. C'est des demi-signes. Voilà. Ok. Alors bon, demi-signes, là je vous ai présenté la moitié de l'hexagone. Bon, si on prend l'autre, celui d'à côté, le verso, vous voyez, on peut le couper en deux comme ça aussi. Et donc on a une forme croisée en haut et une forme donc non croisée en bas, qu'on retrouve ici, hein, vous voyez, forme croisée, forme non croisée. Voilà. Donc chaque signe peut être coupé en deux. Par exemple, le lion, on peut le couper comme ça. Donc c'est toujours trois traits, hein, forcément, puisqu'il y a 6 traits dans un hexagone. Donc 3 traits, ça va faire, en fait, compte, je vais l'appeler une lettre. Allez, ça c'est le lion. Et ce lion-là, assemblé donc avec, enfin ce T-là, c'est un T du coup, assemblé avec un O, qu'on a ici, ça donne bien le signe du lion. Voilà, ça c'est pour bien visualiser que, en fait, une lettre correspond à la moitié d'un signe. Bon. Et après, je vais essayer d'expliquer vite fait pourquoi je les ai associés à des lettres. Parce que, a priori, pourquoi des lettres quand même. Alors, parce que je me suis déjà rendu compte qu'il y avait trois styles, enfin, trois classes de demi-signes. Encore une fois, il y a les contenants, c'est-à-dire des lettres, enfin des demi-signes qui sont en forme de réceptacle. Vous voyez, il y a un espace à l'intérieur, comme si ça voulait prendre quelque chose. Après, à l'opposé des contenants, il y a des croisés, c'est-à-dire que cette fois-ci, la contenance qui est ouverte, elle est fermée par un triangle à chaque fois. Vous voyez, elle est nouée en fin de compte, donc ça correspond à quelque chose de plus contracté dans l'idée d'un contenant. C'est comme si ça marquait le centre du contenant à chaque fois. Vous voyez. Et après, il y a des lettres qui sont un peu entre les deux, c'est-à-dire qui sont ni contenantes ni croisées. Elles sont contenantes d'un côté puis contenantes de l'autre. Donc ça forme une forme de zigzag à chaque fois. Voilà. Or, dans les lettres, il y a aussi 3 grandes classes de lettres. Il y a les voyelles qui, elles, contiennent le son. Donc il y a cette notion de contenance dans une voyelle. Bah, oh, ou, i. Ça contient la sonorité. C'est très sonore et on peut les faire durer dans le temps. Le A, on peut prolonger longtemps. A, O, etc. Auquel j'associe le M et le L, qui sont en fait des phonèmes particuliers, parce que ce sont des consonnes, ce ne sont pas des voyelles, mais on peut quand même les prononcer longtemps. Le M, par exemple, on peut faire donc ça se rapproche d'une voyelle. Et le L, de la même manière. Là. D'accord? Quand on le lâche, évidemment, ça donne vraiment la consonne, mais sinon, ça peut donner une sonorité.
D'accord? Contrairement aux occlusives, enfin aux occlusives pures, c'est-à-dire aux lettres croisées, on a donc des occlusives, des consonnes occlusives. Par contre, là, on ne peut absolument pas les prononcer dans le temps. Hein, le que, on ne peut pas faire. Ça, on est obligé de le répéter pour le faire durer dans le temps. Donc, on n'a pas une notion de contenance, mais là, à l'opposé de la contenance, on a plutôt une notion de, comment on dirait, de contracté, de quelque chose de précis, dans un point précis. Ce sont des attaques. Hein, les occlusifs sont des attaques. Que, ne, faut faire non, ça c'est pas très sonore, contrairement au donc ne, pe, de, ge, te et be. Voilà, ça ce sont les occlusives nettes. Et après, on a des consonnes, mais qui sont, on appelle ça des fricatives, ou des fricatives, parce qu'en fait elles expriment le frottement de l'air. Hein? Donc après, il y en a qui sont plus ou moins sifflantes, hein, le S et le Z sont sifflants. Alors finalement, une fricative, comme les voyelles, on peut les prononcer longtemps dans le temps. On peut faire le se longtemps, on peut faire hein, comme les cigales, le V pareil. On peut toutes ces lettres-là, donc les fricatives, on peut les prononcer longtemps dans le temps. Mais par contre, elles ne sont pas très sonores, contrairement aux voyelles. D'accord? Donc, on voit que d'après la forme qu'elles ont, elles sont à mi-chemin entre les deux. Hein, une zigzag est à mi-chemin entre une contenante et une croisée. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois consonnes, donc, comme les occlusives, mais en même temps, elles sont un peu voyelles aussi. Ce qui donne cette logique. Bon, ça c'est une première chose. Après, évidemment, dans notre écriture latine, on voit bien que le S exprime bien un zigzag et le Z aussi. Donc déjà, là, on est sur cette idée quand même d'un aller-retour. Alors ces deux-là sont vraiment les plus caractérisés en termes de zigzag. Après les autres, il y a aussi un zigzag, mais moins visible. Voilà. Le R, bon, on ne va pas dire que c'est vraiment une fricative, c'est plutôt une lettre assez particulière qui est dans le fond de la bouche, qui est vraiment à part dans la liste des phonèmes. Mais bon, le R, c'est aussi le ch, hein, parce que R et ch, c'est des lettres qui se rapprochent beaucoup, déjà dans l'écriture. Un CH, enfin ça se prononce re. Et aussi parce que le R, quand il est vraiment, bon, c'est quelque chose qui est raclé dans le fond de la gorge, re, souvent, quand on le laisse partir, ça devient un ch, rush. Voilà, bon, ça c'est après à développer, mais grosso modo, voilà. Grosso modo, on a cette idée-là. Donc, pour revenir, juste donc l'alphabet, plus qu'un alphabet avec des lettres, c'est on l'associe toujours à une sonorité, des choses comme ça. Oui. Il y a toujours un son Ouais. qui est important. Et dans les croisés, on retrouve 3 croisements. Hein. C'est ce qu'on avait dit avec les signes astrologiques. Oui, il y a 3 il y a 3 emplacements pour les croisements. Bon là, vous voyez, pour le K et pour le N, le croisement est au même endroit. Vous voyez? Comme le P aussi, sauf que évidemment, il faudrait le tourner comme ça pour le voir. Mais c'est au même endroit. Par contre, le D, le croisement, est à un endroit différent. Parce que, vous voyez, on a une diagonale. Et ici, ce que j'appelle une médiane. C'est-à-dire une ligne qui est entre... Parce qu'il y a 3 types de lignes. D'accord? Il y a les lignes périphériques, les côtés. Comme dans le A, par exemple, où il y a 3 lignes périphériques. D'accord? Après, on a des lignes, des diamètres, quoi, des diagonales. Comme celle-ci. Voilà. Et puis après, il y a des lignes entre les deux, comme celle-ci, par exemple, ou comme celle-ci, qui sont des médianes. J'appelle ça des médianes. Bon. Donc si on croise 2 médianes, comme ici par exemple, on a un type de croisement, comme dans le N et comme dans le P. Par contre, si on croise un diamètre avec une médiane, on a un point qui donc n'est pas au même endroit. Et si on croise 2 diamètres, on a le point central par contre, de l'hexagone. Ça on en avait parlé un peu. Oui, très bien. Et donc, pas autant de lettres que dans notre alphabet français, par exemple, parce qu'on se fie plus aux sonorités. Oui, alors dans notre alphabet, évidemment, on a le Y, par exemple, qui fait un peu double emploi avec le I. On a le H, bon, qui est plutôt aphone. Voilà, c'est plus simplement l'air. Voilà. On a le W qui fait aussi double emploi entre le OU et le V, puisque le W, ça se prononce OU.
ou E, ou OU, ça dépend de la situation. Donc à chaque fois, on enlève, si on peut dire, certains phonèmes. Le K, bon, bah, avec le C et le Q, c'est quand même des sonorités très proches. Donc si on peut considérer que le K soit vraiment pour le son K, et le C, bah, il est un peu entre plusieurs sonorités, et le Q fait un peu double emploi avec le K. Donc, enfin bref, si on enlève le X qui est en fait un diphtongue de prononce. X, ça se prononce que ce ou geze. Donc que ce, geze, ce sont deux sonorités mélangées, quoi, rassemblées. Donc en enlevant, finalement ça fait 6 lettres quand on compte. On arrive ici à 20 lettres. Voilà, on a un alphabet de 20 lettres. Bon. Voilà, c'est donc une approximation quand même d'un alphabet. Et donc ces 20 lettres, elles rentrent dans l'organon. Alors, c'est grâce à ça qu'on organise les signes. Bon. Alors c'est vrai que c'est important de dire que dans l'histoire de ma recherche, j'ai déjà trouvé les 12 signes. C'est comme ça que je suis rentré en fait dans cette aventure. Et que j'ai vu donc des analogies entre les 12 signes hexagonaux et les signes du zodiaque, hein, comme le taureau par exemple qu'on voit là, ou le lion avec l'aspect rayonnant, le lion étant un signe du soleil. Et par exemple le cancer, lui c'est plus c'est la lune, et donc on retrouve un arc lunaire. Donc voilà, donc ça on en a parlé un peu, mais donc, il y a une analogie, signe du zodiaque et signes hexagonaux. Bon. Puis après, j'ai eu cette idée de les couper en deux, parce que je me suis rendu compte que forcément, dans un signe, il y avait une forme qu'on retrouvait dans un autre signe. Par exemple, là, vous voyez, le bas du Verseau, on le retrouve évidemment dans le Capricorne. Donc, de même que le haut du Verseau, on le retrouve dans le haut ou le bas, parce que c'est la même lettre, en haut comme en bas, des Gémeaux. Et là c'est intéressant parce que dans les Gémeaux, qui est donc le signe avec les deux personnages identiques, on a bien ici deux croisements identiques avec une lettre bien formée en haut et en bas. Ça, je dis ça au passage pour bien montrer les analogies qu'il y a entre les signes du zodiaque et les signes hexagonaux. Et comment la lettre finalement appuie sur certains points qu'on ne voit pas forcément au départ, simplement dans ces signes-là. Et donc, oui, comment je suis arrivé à ce schéma-là, donc voilà, donc dans mon aventure, j'ai déjà trouvé ça, c'est ce que je voulais dire, et puis après, j'ai cherché tous les demi-hexagones qu'il pouvait y avoir, donc j'en ai trouvé 20, que j'ai classés donc en trois classes, quoi, d'accord, qu'on vient de voir. Qu'après j'ai associé à des lettres, sans me préoccuper de quoi que ce soit d'autre, juste disant le A, pour moi c'est la voyelle, enfin c'est pas que pour moi, le A c'est la voyelle la plus naturelle, qui demande le moins de tension pour être prononcée. Hein. A, il n'y a pas besoin de former quelque chose de particulier pour prononcer cette voyelle, A. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est la première lettre de l'alphabet. Et donc le A, je l'ai fait correspondre à la forme la plus simple. C'est-à-dire juste l'enveloppe, finalement, ce qui contient le plus, cette enveloppe de l'hexagone. D'accord ? Le O, par exemple, c'est au contraire une lettre qui va plutôt vouloir entourer. Hein, O, comme ça, on va prendre quelque chose de façon parfaitement équilibrée. Pour ceux qu'on représente avec un cercle. Ou là, ici, on représente comme avec deux bras, si vous voulez, qui tiennent quelque chose plutôt en haut, justement, parce que c'est aussi la lettre de l'admiration. O, donc on va chercher quelque chose de plus haut. D'accord ? A. Oh, vous voyez, on a un peu le mouvement. Ou, par contre, ça conduit. Ou, on prolonge les lèvres pour prononcer. Donc, on va vers quelque chose qui projette dans un chemin bien cerné. Ou, on va chercher la profondeur. Et on retrouve cette forme, vous voyez, parallèle qui induit un chemin. Ou. C'est comme ça que j'ai travaillé, en fin de compte, pour trouver les relations entre la lettre et le phonème. D'accord ? La lettre hexagonale et le phonème. Bon, le I, c'est quelque chose qui se redresse, et on retrouve ce petit bâton, là, la médiane qui sort du A, vous voyez, la base du A qui est là, mais le AI, donc A, I, aïe. Aïe, c'est quand on a une écharde ou une pointe qui nous rentre dans la peau. Aïe, on part du détendu A, et on va vers quelque chose qui perce I, aïe. D'accord ? Le ça nous demande une bouche bien formée à l'arrière, avec menaçante comme ça, dans cette forme-là. D'ailleurs, il y a une analogie avec la lettre latine, c'est pas par hasard.
Vous voyez, hein, la lettre relative, on a bien une forme de... Hein, cette forme-là qu'on retrouve. C'est ouvert, avec la gueule bien ouverte. C'est pour ça que c'est la lettre de la défensive, de l'interpellation. On va chercher à porter le son de façon forte et affirmée. Par contre, le M, c'est plutôt quelque chose qu'on contient fortement. Et du coup, ça monte parce que c'est maintenu entre deux murs. Donc, voilà, M et L. Il y a un mouvement de rotation qu'on retrouve avec cette forme-là. Là. L, c'est à la fois ample et léger et un peu déséquilibré. L. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé. Je ne vais pas les faire toutes parce que ça prendrait trop de temps. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai associé lettres avec phonème. Forcément, comme chaque lettre est commune à deux signes, on vient de le voir tout à l'heure, donc ça permet d'établir des relations entre les signes. Par exemple, ce signe-là et ce signe-là sont proches, hein, puisqu'ils ont la même base. Vous voyez? Et de même que celui-ci est proche de celui-ci. Hein? Le Verseau et le Gémeaux. Le Verseau et le Gémeaux. Bon, le Taureau, avec la lettre M, par exemple, qui est ici, est proche de la Balance, qui a aussi la lettre M. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la lettre M, finalement, c'est bien la lettre, quelque chose qui tient, qui maintient et qui forme. Qu'on retrouve dans le mot méditer, par exemple. On cherche quelque chose avec le M, on cherche à former, à maintenir quelque chose. Or, ce sont deux signes de Vénus, donc plutôt de nature féminin, quoi. Et oui, M, c'est la lettre de la matrice, de la maman. Donc on retrouve cette notion de... Voilà, on ferme la bouche et en même temps on fait monter en hauteur dans la partie nasale. Donc on retrouve cette notion de matrice, en fait. Hein. Alors ce sont comme par hasard deux signes de Vénus. Bon, ça je l'ai vu après, d'accord? Donc ça a confirmé mes associations, si vous voulez. Donc là, dans l'organon, par exemple, elles sont liées où? Alors, par exemple, le M, voilà, le M on le retrouve ici, hein, voilà, entre les deux signes de Vénus. Voilà. Alors, l'organon, là je vous présente le schéma tout fait, mais je ne l'ai pas trouvé en 2 secondes. Hein. J'ai essayé plein de combinaisons pour... c'est un peu un petit problème de construction. Hein. Là, on a 12 signes, là, on a 20 lettres. Et comment on fait pour relier les 12 signes avec les 20 lettres de façon la plus claire possible sur un seul schéma? Hein, parce qu'évidemment, on peut garder cette forme-là et puis tirer des traits et dire, voilà, on a le M là de là à là, on a le A de là à là, là on a le R par exemple, ainsi de suite, mais ça fait brouillon. À un moment donné, on se rend compte qu'il y en a dans tous les sens, c'est illisible. Donc ça demande de réagencer les signes pour pouvoir les assembler en fonction des 20 lettres. D'accord? Et ça, c'est pas moi qui décide comment ça va être, ça va s'agencer, ça. C'est la logique de la présentation. C'est-à-dire, à un moment donné, on se rend compte que il y a moins de croisements. Si on met ce signe-là à un autre endroit, on aura plus de croisements, et ainsi de suite. Et puis, on arrive à un moment donné à un schéma qui est le plus clair. On ne peut pas faire plus clair. Et c'est comme un petit problème de... Vous savez, quand on a 3 points, qu'il faut les relier avec 3 autres points, et sans faire aucun croisement, comment on fait et tout... Là, c'est un peu le même problème, sauf qu'il y a 12 signes et il y a 20 chemins. On peut dire que les lettres sont des chemins, entre le pont entre 2 signes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition hébraïque, dans l'arbre de la Kabbale, dans l'arbre de la Kabbale, il y a 10 séphirotes, et chacune des séphirotes est reliée avec une autre par une lettre, justement. Alors chez les Hébreux, il y a 22 lettres, là il y en a 20. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes nombres. Il y a 10 séphirotes, là il y en a 12, c'est pas tout à fait les mêmes nombres non plus, mais grosso modo, on a la même idée. On a l'idée de relier 10 choses ou 12 choses avec le double, finalement, de connexion possible. Ça fait donc l'arbre des séphirotes, ça fait une forme d'arbre. D'accord? L'idée des séphirotes, c'est quoi? L'arbre des séphirotes, pour imaginer quelque chose? Dans quel but il a été créé? Ça, encore une fois, personne ne le sait. Dans quel but? C'est plutôt l'image cosmique, c'est l'image de l'arbre cosmique, c'est-à-dire c'est une représentation du monde, en fait, avec plusieurs niveaux, on peut monter, on peut descendre.
c'est l'image de l'arbre en fait avec ses racines, donc la terre, et puis le ciel. Et finalement entre les deux, c'est l'image de l'homme. On peut dire ça comme ça. Enfin, voilà, c'est aussi des transformations dans l'homme. Du coup, comment on monte et comment on descend. Il y a les deux chemins. Bon, ça c'est dans la tradition hébraïque. Mais ça, je ne me suis pas intéressé à cette tradition pour faire ça. D'abord, je ne la connaissais pas quand j'ai commencé à étudier ça. Et puis, donc je suis arrivé à cette forme-là. Et si vous pouvez essayer, vous, chez vous, tranquillement, avec les 12 signes et les 20 lettres, essayer de trouver un autre schéma que celui-ci, vous n'en trouverez pas de plus simple, en fait. Là, il n'y a qu'un seul croisement qui est là. Voilà. Et on ne peut pas l'éviter. C'est le seul qu'on ne puisse pas éviter. Donc, on ne peut pas faire plus simple que ce schéma-là. Donc, ce qui est très surprenant quand j'ai découvert cette organisation, du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé un organon, parce que c'est une organisation particulière par rapport à un cycle. Vous voyez, là, on passe. Là, le zodiaque, on est sur un cycle. Voilà, c'est ce qu'on avait vu aussi, un cycle de développement progressif des signes. Voilà, la logique, elle est donnée par la longueur du circuit. Et le nombre de croisements, du coup. Un croisement, 2 croisements, 3 croisements, et là, 5, 6 et 7 croisements. Donc ça, c'est une logique que j'ai suivie rigoureusement. Là, par contre, la logique d'organisation, comme je viens de le dire, c'est les lettres. C'est les ponts des lettres. Et quand je suis tombé la première fois sur ce schéma, finalement, je me suis dit, c'est pas possible, là, on a vraiment une image de marelle. De marelle, vous savez, c'est les marelles des enfants. On a 1, 2, 3. D'accord. Puis après, on a un élargissement. On a comme une grande chambre particulière. Ça fait donc 4, 5, le centre 6 et 7, 8. Et le ciel 9. Vous voyez, ça c'est la marelle. Sauf qu'elle est dans l'autre sens. Évidemment, voilà, on démarre du haut ou on démarre du bas. Et donc déjà, ça m'a interloqué. En plus, cette forme assez particulière, parce que d'un côté, on a simplement 3 signes en ligne droite. Donc c'est quelque chose de simple. Et après, on a carrément un carré de 3 par 3. Donc quand même, c'est une organisation assez étonnante, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'arbre d'Hydrasil. Il y a un autre arbre donc, de la vie, qui est plutôt de tradition nordique. Donc ça, c'est une première chose. Après, quand on regarde les lettres, comment les lettres se placent dedans, enfin, du moins comment les lettres organisent tout ça, on se rend compte qu'il y a des choses qui paraissent absolument évidentes. Le S et le Z, par exemple, sont à la base, et on connaît la proximité du S et du Z. Ce sont des lettres, c'est des fricatives dentales, des sifflantes, qui sont derrière les dents, donc ce Z, donc incisive. Voilà, par exemple. Ou alors regardez le V et le OU, qu'on connaît par le W, qui relie les deux. Ou, V, vous. Donc ça, c'est étonnant de retrouver ça côte à côte. Le I et le J aussi, parce que le I, d'abord le I et le J sont quand même 2 lettres qu'on écrit avec un point au-dessus. Donc quelque part, on explique qu'elles sont très proches. En plus, la lettre Yod, donc pour revenir à la tradition hébraïque, la lettre Yod vaut pour un I ou aussi pour un J. C'est une double lettre qui peut se prononcer, voilà. Et si on veut, en plus, le J, on sent un peu le I dedans, c'est pour ça. Et le I, ça donne l'expression d'un jet, quelque chose qui sort sur les côtés. Et J. Jaillir, etc. On a des mots comme ça. J. Or, on a bien l'image d'une fontaine, c'est-à-dire un axe, vous voyez, avec de chaque côté deux liaisons, on va dire, qui sont un petit peu à part par rapport à l'ensemble, vous voyez. Légèrement asymétriques. Il y en a une qui est plus longue que l'autre. Le I est plus simple, alors que le J est un peu plus profond. Donc on retrouve quand même une notion intéressante là. Et donc on a l'image de la fontaine. Or cette fontaine, elle émet où? À partir de Verseau. Le Verseau qui est bien le signe, comme par hasard, de la fontaine, du vase. Le vase du Verseau est sur un axe, mais sur les côtés, il verse. I et J. Avec 2 bras, 2 avant-bras,
comme son dieu d'origine, le dieu Ea, avec ces deux sources qui sortaient de ses deux mains, de ses deux bras. Comme deux bras, oui, on voit bien les deux bras là, J. D'ailleurs, le I est beaucoup plus pénétrant que le je. Le je, il reste un petit peu en profondeur, je, alors que le I, il est incisif, I, il va pénétrer. Donc on a une notion de Mars avec le I. Alors que le je, comme on reste à l'intérieur, on a l'écume, ça fait de l'écume, ça fait de la salive, et l'écume, ça rejoint l'idée de Vénus, quelque chose d'interne, et donc on a un signe féminin, là, vous voyez, le taureau. Donc côté féminin de la fontaine, côté masculin de la fontaine, où le I va, lui par contre, sur Mars, le bélier. Donc là, il y a une logique aussi entre la lettre et le signe, et sa position dans l'organon qui est assez étonnante. Bon, si on continue sur l'organon, on va se rendre compte que, par exemple, la lettre F, qui est vraiment la lettre, c'est le souffle fort, forcé, où on va vraiment pouvoir prononcer avec puissance quelque chose. Le F, et ben finalement, il est entre deux signes de Mars, signe de l'action. Ça, c'est assez étonnant. Vous voyez, la lettre F qu'on retrouve, donc peut-être on la voit mal parce que c'est pas facile à visualiser là-dessus. F est là. Allez, F, on le voit là. Là, le F est en biais, si vous voulez. Là, il est un peu couché. Alors que là, dans le scorpion, parce que c'est l'aigle, le F, il est redressé. Il y en a un à côté, il y en a un dans l'autre sens. Deux F. C'est un double feu, c'est-à-dire un double feu, comme les deux ailes sont double feu, tandis que le bélier n'a qu'un seul F. Vous voyez? Le F relie donc le bélier et le scorpion. Voilà. Et il y a aussi dans ces deux signes une idée de masculin. Voilà. Oui, parce que ce sont des signes de Mars. D'accord. Voilà. J'ai peut-être pas été assez précis. Ce sont des signes de Mars. Et donc de l'autre côté, il y a le côté. Et donc par rapport à cet axe, de l'autre côté, on a deux signes de, cette fois-ci de Vénus. Donc on a vraiment le masculin et le féminin d'un côté. On vraiment balance, c'est vraiment étonnant. Hein. On a vraiment une organisation parfaite, quoi. Et là, avec la lettre M, que j'ai expliqué tout à l'heure, la matrice. D'accord. L'intériorisation du M et l'extériorisation du F. Vous voyez? Voilà, après d'autres analogies comme ça, masculin-féminin? Alors, d'autres analogies, oui, parce que le V et le OU sont des lettres qu'on prononce avec les lèvres, donc qui donnent une notion d'extériorisation. Vous voyez? D'ailleurs, quand on dit en français vous, monsieur, ou vous les autres, on s'adresse, on extériorise quelque chose. C'est intéressant. Voilà, donc là on a les notions martiennes, alors que de l'autre côté on a le B, le bébé, le ballon, vous voyez, donc on a bien l'image d'un monde intérieur, sous tension, bien contenu, bien solidement contenu. On a le B, et on a le D aussi. Et le B et le D, c'est quand même des lettres qui vont ensemble, qui sont rondes d'ailleurs, vous voyez la forme ronde du B et du D, en lettres souvent en forme latine, ça parle un peu de soi-même, hein. B et D, B de, c'est Madame, Belladonna, etc. On a des notions de rondeur et de force intériorisée, plutôt. D'accord? Alors que avec ve et ou, on a plutôt une notion de vent, quelque chose qui va vers l'extérieur. Donc le ou, comme j'ai expliqué au début, ici, là, le ou, donc on a bien cette notion de d'aller dans une route, dans un chemin bien tracé. Donc voilà, donc ça donne aussi. Puis le on parlait de l'aspect agressif de la sonorité pour interpeller quelqu'un, on la retrouve dans le bélier. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le bélier, il n'arrête pas de dire il le prononce sans arrêt le donc c'est assez étonnant. Mais ça, je l'ai vu après. C'est pas quelque chose que j'ai calculé, alors le bélier il fait donc cette lettre-là, je vais l'associer au bélier. Non, je l'ai découvert après. C'est ça qu'il faut bien voir dans l'histoire. Si j'ai été surpris moi-même par ma propre découverte, en fin de compte. C'est pas toi qui fixe les règles de la matrice, c'est la voilà, matrice c'est pas qui moi parle. qui. Moi, j'ai essayé de suivre une logique, donc cette logique donc de l'augmentation du circuit qu'on a là, et puis cette logique d'associer des demi-cycles, des demi-hexagones à des phonèmes.
Donc j'essaie de trouver une logique, voilà, qui est finalement vient assez vite, hein. C'est pas très compliqué à associer au final. Alors, par exemple, le que, c'est vraiment l'occlusive la plus serrée, la plus nette qu'on puisse prononcer avec la bouche. Que. Or là, c'est le plus petit des triangles, vous voyez. C'est la plus évidente aussi, parce que c'est la première occlusive qui apparaît dans le cycle du zodiaque. Voilà, c'est là qui donne l'impact. Que, on va casser quelque chose, on va casser la graine, on va démarrer quelque chose. Que. Et donc, par contre, le N, c'est plutôt quelque chose qui s'étire. Quand on prononce le ne, il y a deux nasales, il y a le M et le N. Si vous faites me, si vous faites attention à votre bouche, vous allez voir que me, vous resserrez et vous maintenez quelque chose. Alors que le ne, tout de suite, vous allez étirer. Me, ne. Ça se fait tout seul. Le ne, il s'étire. Vous voyez, cet étirement là. Et après, ce qui est rigolo, c'est que là, vous n'avez pas remarqué, mais le que, c'est une lettre opposée au A. C'est-à-dire, quand on prend le A et qu'on le croise, on a le que. D'accord? A, que. Voilà. Et le O, quand on le croise, on a le N. Hein. O, ne. Vous voyez? O, ne. Ne. On se protège. Et le O et N dans l'organon, il se trouve où? Donc le O donc, qui est le oui et le N qui est le non. Le O, il est au niveau du soleil, ce qui est un peu logique parce que le O, ça représente le fruit, ce qu'on admire, donc quelque chose de rond. Donc on a l'image du soleil, donc le lion, d'accord. Et aussi donc le taureau qui est un signe de Vénus, donc qui est lié au fruit. Qui est lié à... Et puis le signe du taureau qui est le signe de l'avoir, du matériel. Donc O, qui admire les choses, qui a besoin d'une sécurité. L'énergie sclérosée, comme on avait dit la dernière fois. Voilà, l'énergie qui maintient avec le M et le O qui maintient le fruit, O. Donc une sclérisation dynamique, et non pas une sclérose. Bref. Voilà. Par contre, le N, lui, alors le N, il a une place très particulière, puisque c'est la seule lettre qui est par rapport à cet axe qu'on a là, hein, l'axe de l'organon, c'est la seule lettre qui relie deux signes opposés par rapport à cet axe, et qui finalement coupe l'axe en deux, quoi. Vous voyez? Et N, c'est féminin. Et donc qui relie le masculin et le féminin. Et pas n'importe lesquels, hein. On est sur les deux derniers, les signes qui vont plutôt vers l'automne, donc qui sont liés à la nuit. Donc, N, on a quand même une notion de nuit. On est à l'opposé du... C'est la lettre opposée au O. O, c'est plutôt le jour. O, le fruit, le soleil. N, la nuit. La nuit, donc, il y a une notion de profondeur, de recherche de subtilité dans le N. Alors que le O, c'est juste un résultat acquis, c'est un but acquis. Un but atteint. D'accord? Donc cette lettre N est très particulière à cet endroit. En plus, elle est en biais, donc il y a sûrement une raison à ça. Elle n'est pas carrément comme ça, elle est en biais. Voilà. Très bien. Donc on voit que l'organisation de l'organon est pas parfaite, mais voilà, elle s'est construite comme ça sur les phonèmes. Les phonèmes, disons qu'elle confirme par les phonèmes l'ensemble. Elle valide en fin de compte l'ensemble. C'est ça qui est étonnant, c'est que cette organisation-là est comment dire, complètement... D'ailleurs, pour que ça fonctionne avec les phonèmes par rapport aux deux premières hypothèses, en fait, j'ai fait une hypothèse d'un côté, j'ai fait une hypothèse de l'autre. Et après, je les ai reliées dans l'organon. D'accord? Et après, on voit ce que ça donne. Et si ces deux hypothèses se confirment de façon parfaite à chaque niveau, on a une chance sur des milliards pour que ça tombe juste. En fait, si on regarde en termes de probabilité. Déjà, là, on a une chance sur 40 millions pour que ça tombe juste. Enfin, ça tombe juste. D'accord? Bon, là, la limite, j'ai fait ma sauce. Hein? Mais sans tenir compte de ça, parce que je ne l'avais pas encore découvert. Et après, quand on relie cette sauce que j'ai faite, bon, quand même avec une certaine logique, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec celle-là, on met ensemble, on se rend compte que tout est absolument parfait. Voilà, le A en haut, vous voyez, la lettre A, qui est la voyelle la plus évidente, A, d'accord?
On a bien un alphabet qui va de A à Z. Excusez-moi là, de A à Z, vous voyez. D'accord, d'accord. Donc on a vu aujourd'hui la formation de l'organon, comment tout venait s'organiser. Et on viendra donc un peu plus tard mettre à mal justement cet organon et parler de toutes les liaisons possibles. D'accord. Avec le masculin, le féminin. Et puis je vois plusieurs schémas autour, donc on expliquera tout ça. D'accord. Bientôt. Merci Henri Cuisin. Merci.